Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On est sur Computer Science Simplifié. Aujourd'hui, troisième vidéo de ma série sur les codes kata en assembleur. Et non, ce n'est pas la suite du deuxième épisode, parce que ce deuxième épisode est beaucoup plus compliqué à résoudre que ce que je pensais. Et voilà, pour le coup, le troisième exercice, je l'ai déjà résolu. Et voilà, je vais vous présenter la consigne et deux, trois choses à savoir pour le comprendre et le résoudre. Simple bit count. Deux perles rouges sont placées entre deux perles bleues. Il y a un nombre n de perles bleues. Après avoir regardé le collier ci-dessous, trouvez le nombre de perles rouges. D'accord. Donc, en fonction de ce collier, de la disposition des perles bleues et des perles rouges, il faut trouver le nombre de perles rouges. Là, on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 perles bleues et 10 perles rouges. D'accord. On voit que à droite, on a une perle bleue qui est toute seule. Ici, il n'y a pas deux perles rouges qui viennent se rajouter à partir de cette perle bleue, ce qui fait qu'une perle bleue toute seule ne génère pas deux perles rouges. Ok. Et vu qu'on a besoin de deux perles bleues pour insérer des perles rouges entre, eh bien, on peut considérer l'intervalle entre les perles bleues. D'accord? Donc, deux perles bleues égale un intervalle de perles bleues. Trois perles bleues égale deux intervalles de perles bleues, etc. Jusqu'à 6 perles bleues égale 5 intervalles de perles bleues. Ok. Donc, ces 5 intervalles de perles bleues, 5 fois 2, ça nous fait 10, ce qui correspond aux 10 perles rouges. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 perles, il y a 2 perles rouges par intervalle. Fois 5, ça nous fait 10. Donc, à partir du nombre de perles bleues passées en paramètres, l'intervalle, c'est le nombre de perles bleues moins 1, d'accord? Donc là, on en avait 6, ça nous faisait 5 intervalles de perles bleues, ok? 5 fois 2, 10. Donc on va répéter le même processus avec les exemples qui sont montrés ici. Donc là, en paramètres, on passe 0 pour argument. 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc on a un petit problème. On aura une comparaison à faire pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans ce cas de figure parce que mathématiquement, pour notre exercice, ça ne signifie absolument rien. D'accord? 0 perle bleue, ça nous fait 0 perle rouge. Point barre. Ok? Pareil, une perle bleue, on fait moins 1, ça nous fait 0. On le multiplie par 2, ça fait 0. Ok, donc là, mathématiquement, on a une signification. Bon, parlons de cet exemple-là et de celui-ci. 3 perles bleues, 2 intervalles de perles bleues, fois 2, ça nous fait 4. 5 perles bleues, donc 4 intervalles de perles bleues, fois 2, ça nous fait 8. Donc les tests sont complètement logiques, on comprend tout à fait ce qui se passe. Et en fait, on se rend compte qu'on a besoin de faire une soustraction suivie d'une multiplication. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça en assembleur? Eh bien, tout simplement, la première chose à faire, vu qu'on ne veut pas se retrouver en dessous de 0 et que pour 0 et 1, on souhaite retourner 0 de toute façon, eh bien, on va faire une comparaison. Donc en assembleur, CMP. Ok? Et qu'est-ce qu'on va comparer? Eh bien, on va comparer le registre qui est passé en argument. Et donc CodeWars, il est sur les systèmes Unix, Linux. Et le premier argument qui est passé, c'est RDI. Donc
Je vous affiche un petit tableau des registres qui sont passés en arguments, donc dans l'ordre dans lequel ils sont passés. À chaque fois que vous avez une fonction, les arguments passés à cette fonction seront ses paramètres dans tel ordre. Donc en premier RDI, ensuite RSI, suivi de RDX, RCX, R8, R9, etc. Donc on a 6 arguments dans ce sens. Et si on a besoin de plus, il me semble qu'il s'agit de la pile. Je ne me suis pas trop posé de questions là-dessus, là, pour ce code kata, j'en ai pas besoin. Et aussi, on va discuter de la valeur de retour. C'est forcément dans le registre RAX. RAX, registre d'accumulation, d'accord, qui permet euh, euh, originellement d'effectuer des opérations arithmétiques, parce que c'est ce que l'accumulateur fait au niveau du processeur. D'accord? Donc, là, comme on n'a qu'un seul argument, du coup, ça va être RDI. D'accord? Et on le compare à quoi? Eh bien, on le compare à 1, puisque on veut s'assurer qu'il ne soit pas inférieur ou égal à. Donc, la condition pour s'assurer qu'il ne soit pas inférieur ou égal, c'est JLE. Jump if less or equal. OK? Donc, qui va nous permettre de sauter à une étiquette qu'on va appeler no red beads. Donc, dans le cas où on a 0 ou une perle bleue, on n'a pas de perle rouge. OK? Ce qui est logique. Voilà. Donc je vais créer notre petite étiquette qu'on va appeler No Red Beads ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Vu qu'on a une valeur de retour, on veut s'assurer qu'elle renvoie 0, donc on va la réinitialiser avec un OU exclusif du registre sur lui-même. D'accord? Et ça réinitialise à 0. Et à ce moment-là, on peut retourner ici. Donc là, ce qui va se produire, c'est que si je teste... Ok, donc là, si le troisième test a pu être effectué, et on le voit ici, the expression count red bit 3 strictement égal à 4 est fausse. Bon, bah dans ce cas, ces deux tests, ils ont été effectués. Ce qui fait que là, on a déjà la logique pour si notre nombre de perles bleues est inférieur ou égal à 1. Ok? Donc maintenant, on va construire la logique pour les autres situations. Donc là, on peut créer même plus de tests si on le souhaite. On va en créer 2 ou 3 de plus et on va tous les faire passer. D'accord? Si on a... Allez, on va dire 6. Qu'est-ce qui se passe si on a 6? 6 moins 1, ça fait 5. 5 fois 2, ça fait 10. Maintenant, disons qu'on en a 13. Count red beads. 13. 13 moins 1, ça fait 12. Fois 2, ça fait 24. Très bien. Je pense qu'on a suffisamment de tests et on va tous les faire passer d'un coup. Là, à ce moment-là, entre la ligne 9 et la ligne 12, c'est ce qui va s'exécuter si on n'est pas inférieur ou égal à 1 dans RDI. RDI qui correspond au paire bleu. Donc, là, vu qu'on veut retourner Rax, c'est forcément le cas avec
C'est forcément le cas en assembleur sous des conventions comme Système V ou x86-64. Donc sur quasiment tous les assembleurs qu'on peut trouver, sur quasiment tous les langages d'assembleurs qu'on peut trouver sur Linux, ça va être le cas. Donc on va avoir besoin de bouger le nombre de perles bleues dans le registre RAX. À ce moment-là, move RAX RDI. Move le contenu du registre RDI dans le registre RAX. Donc, on bouge le contenu de RDI dans RAX. Ok. Ensuite, eh bien, on va avoir besoin de faire une soustraction. Sur quel registre? Eh bien, toujours le registre RAX. Ok. À ce moment-là, sub RAX. Et là, on peut directement mettre une valeur comme ça. Ok. Et maintenant, eh bien, on a trois façons de procéder pour faire une multiplication par 2. On peut directement opérer sur le chiffre binaire puisque ce sont des multiples de 2 successifs. Okay. Partant de la droite vers la gauche, on commence à 2 puissance 0, suivi de 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Okay. Ce qui fait que le premier chiffre binaire va représenter soit 1, soit 0. Le deuxième va représenter soit 2, soit 0, soit 4, soit 0, 0, et ainsi de suite. Okay. Plus on avance vers la gauche dans les chiffres binaires, plus ils représenteront des puissances de 2 qui sont grandes. Okay. Donc si on veut effectuer une multiplication par 2, 2 puissance 0, 2 puissance 1 correspond au double de 2 puissance 0. Okay. Et 2 puissance 2 correspond au double de 2 puissance 1. Donc la seule chose qu'on a à faire au niveau du binaire, c'est de décaler ces chiffres de une place vers la gauche. Okay. Et on a une instruction qui existe pour ça qui s'appelle SHL, qui signifie Shift Left. Okay. Et ça déplace donc les chiffres binaires. Donc à ce moment-là, sur quel registre? Toujours le registre RAX. Et de combien de places veut-on les déplacer? Une. Et là, a priori, on a une solution qui fonctionne, donc on va tester. Ça fonctionne, j'ai passé tous les tests, super, même les tests que j'ai rajoutés en plus. Mais on peut voir deux autres procédés pour faire cette multiplication par 2. On peut faire un load, donc L pour load, effective address. Ok. Au moment où je vous présente load effective address, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, donc on revoit tout ça après, à la fin, dans un petit résumé de la vidéo. J'avais pas prévu de faire de résumé de la vidéo, mais on va faire comme ça. Ok. Tac. Donc là, on charge l'adresse de Rax pour la multiplier par 2 et ça fonctionne. Donc me demandez pas pourquoi pour l'instant. Ou sinon, on peut effectuer une multiplication. Ok. Et dans ce cas, on va faire mul RSI. Là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que dans RSI, on n'a rien stocké. Donc c'est potentiellement un 0. Ok. Qu'est-ce qu'on va stocker dans RSI? Eh bien, on va stocker un multiple pour ensuite effectuer la multiplication. Donc, move RSI 2. Ok. On a déplacé le chiffre 2 dans RSI pour ensuite procéder à la multiplication. Donc là, ce qui se produit, c'est que Rax et comment dire, la multiplication de Rax par RSI est implicite. Okay. Donc on ne peut pas le préciser. On ne peut pas préciser qu'on multiplie Rax. D'accord?
On a juste à dire mul RSI, ce qui nous multiplie RAX par RSI. Et voilà, ici on teste. Ça fonctionne également. Donc, je vous propose, pour moi, la solution que je trouve la plus simple. Alors, la plus simple à comprendre, forcément, c'est la multiplication par 2. Mais la plus simple en termes de ligne de code, c'est Shift Left. Ok. Et il me semble que la plus performante, ce serait Load Effective Address. Mais encore une fois, il faut que je revoie le fonctionnement de Load Effective Address. Shift Left de Rax par une position. Voilà, test. Bingo. Donc, je vais tenter le coup. Et voilà, et c'est complété. Donc, je suis fier. C'est ma première solution en code kata. Enfin, ma première solution NASM en code kata. Donc, c'est cool de ce côté-là. Et on va l'envoyer. Puis après, on va voir des solutions qui vont être plus rapides, un petit peu. Ok, donc, qu'est-ce qu'il a fait Drum Forever? D'accord, donc lui, il a carrément fait la soustraction et la multiplication en une étape et avec un load effective adresse. Puis ensuite, mais pourquoi est-ce qu'il a réinitialisé le registre RDX? Bonne question, tiens. Ben, il l'a réinitialisé pour ensuite utiliser cette instruction que je ne connais absolument pas, donc peut-être qu'on peut la trouver là-dedans. Parlons de load effective address. Load effective address permet de charger une adresse en mémoire. Une adresse en mémoire effective qui signifie donc qu'on va la calculer sur le moment par une instruction de mémoire. On va effectuer notre propre calcul pour aller chercher telle adresse ou telle adresse. Et là, ce qu'on en fait de cette instruction, c'est qu'on la détourne pour effectuer une opération arithmétique. J'ai un petit peu tiré les vers du nez ChatGPT. Je lui ai posé plein de questions dans tous les sens pour comprendre comment ça fonctionne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour chercher une adresse effective, on peut avoir cette formule générale qui va être base plus index fois scale plus displacement. Alors, on va s'occuper juste de la base, du scale et du displacement. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le contexte de notre code kata, c'est ce qu'on a utilisé. Et d'ailleurs, Drum Forever, ici, lui, il l'a utilisé mieux que moi, puisque il a directement fait la soustraction et la multiplication par 2 dans le load effective address. Donc là, c'est encore un petit peu abstrait. RDI, c'est la base. Ok. Moins 1, ce serait le displacement. Et x2, ce serait le scale. Pourquoi? Parce que la base, du coup, correspond à un registre qui contient une adresse de base. Le displacement est une constante ajoutée en tant que décalage. Donc nous, notre décalage, c'est moins 1, correspondant aux intervalles des perles bleues. Ok. Et notre scale, c'est le multiplicateur. Donc x2. Et qui sert à prendre en compte la taille des éléments. Si chaque élément dans un tableau occupe 4 octets, on utilise scale égale 4. Nous, le scale, on ne l'a pas du tout utilisé par rapport à la taille des éléments dans le tableau qui occuperait 4 octets. On l'a utilisé pour multiplier par 2 en fonction du nombre d'intervalles de perles bleues. Donc pour 6 perles bleues, 5 intervalles et qu'on a multiplié par 2. Donc rien à voir. Voilà, on a vraiment détourné load effective address pour faire du calcul arithmétique.
Et voilà. Et une notion qui est intéressante à prendre en compte, c'est qu'on a différents modes d'adressage en assembleur. On peut utiliser un adressage direct. Donc là, on va chercher le code d'une adresse mémoire en particulier. Donc ça signifie que je veux la valeur à l'adresse. Donc c'est de l'hexadécimal. Là, ça correspond à 1 fois 16 puissance 4, si je ne vous dis pas de bêtises. Charge la valeur à l'adresse 1 fois 16 puissance 4 dans le registre d'accumulation. Ok. Adressage indirect, donc l'adresse est contenue dans un registre. Voilà, registre RBX. Adressage basé sur un registre. Un registre sert de base à l'adresse et ensuite on a un décalage, donc c'est le displacement. Ah bah d'ailleurs ChatGPT nous le met, donc super. RBX plus 8, nous c'était moins 1 si vous vous souvenez. Voilà, charge la valeur à l'adresse RBX plus 8 dans RAX, et ensuite l'adressage indexé, calculé en fonction de la somme d'un registre base et d'un registre indexé multiplié par un scale. Donc là, on a un tableau de valeurs. Tu prends l'adresse mémoire contenue dans RBX, tu multiplies par 4 l'indice parce que chaque valeur prend 4 octets, donc, et du coup, tu vas chercher la valeur contenue à l'adresse mémoire de RCX. Voilà. 5 adressages et déplacements avec indexation. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, donc là, on combine tout ce qu'on a vu précédemment, sauf l'adressage direct. Là, on a RBX plus 4 fois RCX. Là, par contre, on n'a pas de displacement. On a notre base, on a notre scale, et on a notre indice qui est RCX. Petite erreur de ChatGPT. Bon. Ouais, voilà. Et c'est tout pour load effective adresse et pour le mode d'adressage que j'en ai profité pour vous expliquer. Passons maintenant à l'instruction si move LE. Donc cette instruction, on a pu la voir dans le code kata de Drum Forever. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de mettre C dans move fait qu'on va vérifier les statuts des drapeaux dans les registres d'état. Alors ça, ce sont des registres différents des registres génériques qu'on utilise. Ce sont des registres qui vont avoir une signification par rapport euh, aux, aux valeurs qu'on manipule. Ok, donc si je vous présente le parity flag, PF, si notre chiffre est pair, le parity flag sera 0. Si notre chiffre est impair, le parity flag sera 1. D'accord? OF, ça c'est l'overflow flag. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais voilà, dans le contexte de notre code kata, si move va chercher le statut des drapeaux dans les registres d'état qui s'appellent eFlags, I pour 32 bits, si vous vous souvenez. Donc là, c'est pareil que pour les registres génériques. Et voilà, on effectue l'opération de déplacement si certains drapeaux sont dans un état spécifié par une condition. Et d'ailleurs, ici, on parle de CMove CC. CC qui signifie Condition Code. D'accord? Alors, où est... Voilà, notre condition code, il est ici. Donc, en fonction du condition code désiré, va rechercher le drapeau pour savoir s'il est affecté et on effectue notre déplacement. Donc là, dans notre cas, on est sur
LE qui correspond à less or equal. Donc, va chercher le drapeau affecté par less or equal 0. Et si ce drapeau est affecté, dans ce cas, tu déplaces RDX dans Rax. Le contenu de RDX dans Rax, si on est rigoureux. Bon, je ne vais pas vous expliquer l'entièreté de la solution de Dream Forever parce que sinon la vidéo prendrait une éternité. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée dépendant de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et moi je vous dis bye.